دونك بسم الله الرحمن الرحيم. أخوات الإخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc je suis docteur Amiri, médecin généraliste à Tétouan. Je suis membre du comité directeur MG. Donc j'ai l'énorme plaisir et l'honneur de modérer cette séance. Donc, comme j'ai dit, j'ai l'honneur et le plaisir de modérer cette séance avec le professeur Al-Alami, qui sera sur l'insuffisance cardiaque et la grossesse. Je n'ai pas besoin de présenter le professeur Al-Alami. غادي نقول واحد الكلمة على التواضع ديال البروفيسور العلامي. حضرت له 2 كونغري دو سويت واحد السوجي ميم تيم، يعني السميه ديال التيم لو ميم. حضرنا في دوزيام سيمينار كان واحد في مراكش واحد في فاز باش تعرفوا التواضع. سولني انا قال لي كي جاتك لا بريزونطاسيون باش استاذ يسول النيب كيف جاتك لا بريزونطاسيون التواضع ديالو. فريمون جي اسيستي ا دو كونغري دو سويت سا نغيان بحال كلثوم تغني اغنيه تاع عمري اليوم بشكل وغدا كتغنى بشكل اخر. دونك هذا التواضع ديال الاستاذ العلامي. دونك غني على التعريف. جو vous donne la parole استاذي. Salam alaikum. Je suis touché par les mots du président, par les mots de l'assistance. On se considère comme des confrères et des frères. Et donc, on est là pour s'entraider. ونتجاوبوا بيناتنا باش نطلعوا جميعا ان شاء الله. Et donc c'est dans ce contexte-là que je voudrais qu'aujourd'hui on continue l'interactivité sur un sujet particulier. Je remercie d'abord MG Maroc et toute l'équipe pour vraiment le beau congrès. Et c'est un sujet, on va dire, assez particulier, c'est l'insuffisance cardiaque avec grossesse, voilà, chez une femme qui est enceinte. Et ça cause beaucoup de problèmes. Vous savez, chez nous, le problème numéro 1, c'est qu'on le diagnostique tardivement parfois. On diagnostique l'insuffisance tardivement au cours de la grossesse. Et ça cause de graves problèmes. Alors, j'ai quelques slides à vous montrer concernant la théorie avant de passer un petit peu à des questions plus pratiques. La première des choses, il y a un très bel article pour ceux qui lisent l'anglais, parce que aujourd'hui, les meilleurs articles sont en anglais. On a un confrère, on a un ami qui est vraiment un professeur d'anglais extraordinaire que je salue, Sifeiz. Et juste pour vous dire que ce papier-là est vraiment très bien, il nous dit que l'insuffisance cardiaque au cours de la grossesse, eh bien, il y a plusieurs causes. Mais ce que je voudrais insister sur, c'est ça, les cardiomyopathies. C'est des tableaux bâtards. Qu'il y a l'insuffisance cardiaque, elle est latente, et personne, la dame ne le sait pas, et c'est au cours de la grossesse que ça va se manifester. Et c'est les causes les plus fréquentes. Vous voyez par contre, à la Ketchoufo, mon consultation, celles qui ont par exemple une maladie valvulaire, souvent, un rétrécissement mitral, insuffisance mitrale, quoi, Hamla, et combien on a eu de cas dans le passé comme ça à l'hôpital où on devait gérer des sténoses mitrales très serrées avec une grossesse à 8 mois, des choses comme ça. Donc, c'est des situations délicates. Bon, mais ce que je voudrais passer comme message très important avant de passer un petit peu à la pratique, mais ça aussi c'est de la pratique, il a dit où les femmes hospitalisées pour insuffisance cardiaque et qui sont enceintes, alors la mortalité d'une femme enceinte qui est hospitalisée, 10% de la mortalité d'IALA, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire une femme enceinte sur 10 qui est hospitalisée, elle meurt d'insuffisance cardiaque. C'est quelque chose de fréquent quand même. Et j'ai en mémoire qu'on nous appelle aux urgences quand on était à l'hôpital, les urgences de maternité,
la femme agonisante, et en particulier, il y a une que j'oublierai pas, qui était la femme de quelqu'un qui travaillait avec nous en cardiologie et qui n'a pas eu de suivi. Le 9e mois, agonisante, et elle est morte à l'hôpital. Voilà, donc c'est quelque chose de bâtard. On a l'impression que c'est pas grave, mais il faut le prendre vraiment très sérieusement. Donc une grossesse avec insuffisance cardiaque, je vous disais, c'est le groupe des cardiomyopathies. Quand il y a une cardiomyopathie, une femme sur 2 enceinte aura des complications, c'est-à-dire un AVC, une poussée d'insuffisance cardiaque ou carrément mortalité. Donc c'est beaucoup. Alors, dernier point pour bien comprendre la pratique de ce qui se passe, c'est les hormones qui augmentent. Essentiellement le stradiol, comme vous pouvez le voir au cours de la grossesse. Eh bien, dans les premières semaines, dès que ça dépasse un petit peu, vous voyez que le stradiol augmente. Voilà ici. Et puis ça, c'est le transporteur, la globuline qui le transporte, qui augmente. Et finalement, au cours de la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Le volume sanguin augmente à cause des hormones. Quand il augmente, il y a une anémie, vous le savez. Et puis, il y a surtout, en cardiologie, le cœur va travailler plus. Il a un volume plus grand, il va travailler plus. SV, c'est le stroke volume, c'est-à-dire le volume qui va être éjecté à chaque fois. Il est plus grand. Et ça finit par donner un travail cardiaque qui est augmenté. Cardiac output, le débit cardiaque, qui est augmenté. Ça, c'est au cours de la grossesse. Mais la fin, où le débit cardiaque radio. Donc une femme qui a une grosse insuffisance cardiaque, le premier trimestre où il y a en général une hypovolémie, eh ben, elle aura sa poussée d'insuffisance cardiaque. Sinon, ce sera plutôt plus la grossesse avance et plus il y a le risque, puisque le débit cardiaque augmente. Maintenant, au moment du travail, c'est le deuxième moment difficile, parce que il y a le système adrénergique qui se met en marche, et là, ça va augmenter Kulchi, le volume, les résistances, la tension artérielle, et c'est là où il y a le plus souvent d'accidents pendant le travail. Et dernier point, il ne faut pas sous-estimer, vous le savez, le postpartum. Le problème est réglé. Mais attention, vous le savez, la cardiomyopathie du postpartum, elle est fréquente et elle est dangereuse. Et ben, après l'accouchement, il n'y a plus les hormones, vous le voyez, ça va diminuer, les hormones diminuent, le volume diminue, le BNP augmente, et ce qu'il y a, c'est que les résistances vont augmenter, le débit cardiaque va chuter, et donc elles font des insuffisances cardiaques. Voilà. C'est les 3 étapes en quelque sorte. Dernier point, c'est l'hypercoagulabilité au cours de la grossesse. Donc, toutes ces histoires d'hormones, d'augmentation de volume, d'augmentation du débit, à la fin, il n'y a plus d'hormones, sevrage, et à ce moment-là, insuffisance cardiaque. Et il faut ajouter à tout ça des perturbations de la coagulation. Les facteurs de coagulation qui augmentent, les dédimères, vous le savez, augmentent physiologiquement au cours de la grossesse, et la fibrinolyse diminue. Donc, on ne peut même pas se baser sur les tests, il faut attendre 6 semaines après l'accouchement pour faire des tests de coagulation. À côté de ça, il y a la diminution du débit, vous le savez, souvent, fin de grossesse, des gros œdèmes des membres inférieurs, le retour veineux n'est pas bien à cause de la compression de la veine cave, et à côté de c'est la stase sanguine, et au cours de l'accouchement, il y a des lésions de l'endothélium. Comment ça s'appelle le triangle? Allez, on l'a tous connu pendant vos études.
Je سميتهم les trois choses اللي باينين en triangle. هادو. Ah, je pensais que tout le monde allait répondre en même temps. Virchow. La triade de Virchow, c'est les trois signes. C'est important. J'ai entendu parler tout à l'heure, comme les résipelles, pas d'anticoagulation, c'est les thromboses veineuses. Si on veut comprendre la thrombose veineuse, il suffit de comprendre ça. Vous saurez qui doit avoir et qui ne doit pas avoir. Elle a bien dit en fonction du terrain, c'est-à-dire, imaginez que vous ayez un érysipèle avec beaucoup d'inflammation et beaucoup d'œdème. Eh bien, l'œdème, il va comprimer les veines, il va donner une stase. L'inflammation, l'inflammation va donner l'atteinte endothéliale et même l'hypercoagulabilité. Donc, quand des situations sévères, on est parfois amené à donner un anticoagulant. Ici, on revient à la femme enceinte. Il faut avoir en tête la triade de Virchow pour savoir quelle est celle qui risque d'avoir des complications d'ordre thromboembolique veineuse. Alors, les valvulopathies les plus fréquentes, MR, c'est mitral, régurgitation, insuffisance mitrale. Ça, c'est sténose mitrale, un tiers. Et la moitié de ceux qui font une insuffisance cardiaque ont une sténose mitrale sévère. Et c'est là où parfois on est amené à faire une dilatation de la valve mitrale en fin de grossesse, avant l'accouchement où il y aura le travail. Et ça s'est déjà fait. En général, même le risque d'irradiation est beaucoup plus faible en fin de grossesse. Ça peut se faire sans grand risque. Alors, ça, c'est ceux qui risquent le plus, on va dire, de complications. Et les nouveau-nés ont un risque de mortalité qui est augmenté. Voilà. Voici les complications. Et je passe un petit peu au côté pratique. Moi, j'ai insisté à faire cette partie théorique parce que sans elle, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en pratique. Donc, Nekedji, une femme enceinte, bon, c'est facile pour l'attitude pratique, le suivi, comment il va être. Bon, le point le plus important, c'est que dès que vous entendez que la femme est enceinte, assurez-vous qu'il n'y a pas de maladie cardiaque. D'accord? Les jeunes, elle est enceinte, donc relativement, on va dire relativement jeune, d'abord, est-ce qu'il n'y a pas de souffle? Parce que les valvulopathies sont là et c'est fréquent. Ensuite, un bon examen cardiaque et un ECG pour être tranquille. Et je vous dis, le plus grave, c'est de passer à côté. Mais si on passe à de l'étape, on va être appelé Foukash quand il y aura un œdème du poumon ou une complication. Donc, l'examen initial, il est capital. Et pourquoi le diagnostic est souvent retardé? Comme une femme enceinte, elle vient pour le suivi. Souvent, déjà, on sait très bien qu'au cours de la grossesse, la plupart des femmes ont un petit essoufflement. Au compte de la grossesse. La grossesse, c'est les hormones, c'est les hormones. Et donc, on peut passer à côté de diagnostic. Et faites attention à ce retard diagnostique. Et j'ai beaucoup aimé ça, puisqu'il nous parle des symptômes. Il faut rechercher, j'insiste, elle est de l'étape, l'examen clinique, des turgescences, des jugulaires, quoi d'autre? La tachycardie, l'essoufflement, le gros foie, des signes comme ça, et le souffle cardiaque. Et donc, si on fait tout ça, là c'est bien, ils insistent bien ici sur tout ça. Et puis ça,
Ça, c'est les risques modifiables. C'est important de poser ces questions à la femme. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Tout ça, c'est des risques d'avoir une insuffisance cardiaque qui va se développer au cours de la grossesse. Alors, je vais les questions. Il faut poser ces questions à la femme qui est enceinte. Tabac, alcool, l'obésité est un facteur de risque de faire une insuffisance cardiaque et une FA. Donc, poser la question à toutes les femmes. Ouais. Et puis par la suite, le conseil, c'est doser le BNP. Le BNP, dès que vous avez un doute, qu'elle est connue cardiaque, vous avez un doute, le BNP aide beaucoup. Le cardiologue, il peut vous orienter énormément. Parce qu'un BNP qui est normal et tranquillise, chez la femme qui n'est pas enceinte, on accepte une valeur autour de 10. Chez la femme enceinte, c'est 20. Parfois, il peut dépasser 20. Et déjà, on pense, par exemple, dans la situation de prééclampsie, il dépasse 20. Mais il y a le cut-off de 100. La valeur de 100, si vous avez moins de 100, vous avez une valeur prédictive négative, vous êtes tranquille. 100, et il y a le 110, 111. Alors, quand il dépasse 110, eh bien là, il y a une forte probabilité d'avoir des complications cardiaques pendant la grossesse. Donc, le BNP, après un bon examen, il faut faire le BNP. Alors, le suivi. Si vous décidez, vous dites, elle a une insuffisance mitrale, par exemple. Vous l'envoyez pour une échographie parce que la fraction d'éjection est très importante. Quoi d'autre? Ok, le cardio, il va vous dire fraction d'éjection, elle est à 50%. Et on va parler des médicaments. En cardio, on aurait voulu, si elle n'est pas enceinte, une insuffisance mitrale modérée, on la met sous IEC. Mais là, formellement interdit. Alors, donc le suivi, à l'échelle, chaque mois, vous n'avez pas un outil, chaque mois, il faut utiliser un outil de l'OMS. Un outil de l'OMS pour le suivi. Alors le follow-up, le suivi, c'est celui-là. WHO, donc c'est l'OMS. Elle nous dit ça, c'est classification du risque cardiovasculaire au cours de la grossesse. C'est très important parce qu'il y a un algorithme, il a qu'un classe 1, voilà ce qu'il faut faire, classe 2, classe 3 et classe 4. Chaque classe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est important. Regardez par exemple la classe 4, les plus méchantes, les maladies cardiaques les plus méchantes chez la femme enceinte. L'hypertension pulmonaire, Eisenmenger, fraction d'éjection à moins de 30%. Alors, la NIA 3 et 4, donc un essoufflement important, sténose mitrale sévère, tout ça, c'est des classes 4 où il y a un très gros risque. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Je vais vous montrer un suivi. J'aurais voulu que vous participiez plus, mais si vous ne connaissez pas ces scores, vous ne connaissez pas ça, ça va être difficile de participer. Au fait, la première des choses, avant la conception, vous êtes pour une visite. Est-ce que je peux avoir une grossesse
sans prendre de risque, à ce moment-là, c'est formidable, il y a des pathologies qui contre-indiquent la grossesse. Mais souvent, la femme Kadji, avec sa grossesse, elle ne vient pas pour poser la question. Alors, les maladies qui contre-indiquent la grossesse, c'est les cardiomyopathies, les myocardites virales, Takotsubo, toutes ces maladies contre-indiquent. La CMH, c'est-à-dire la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiopathie arythmogène, la non-compaction et la cardiopathie restrictive. Ce sont des pathologies qui contre-indiquent. Voilà l'algorithme dont je voulais vous parler. C'est celui de la Société européenne de cardiologie et qui est la prise en charge des patientes qui ont une insuffisance, une maladie cardiaque et grossesse. Et vous voyez la première étape, Schneia, counseling, c'est-à-dire le conseil. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il achète avant la conception, on va lui dire dans telle maladie, interdit la grossesse. Sinon, par la suite, on va évaluer le score, si elle est enceinte, et on va dire est-ce que les 1, 2, 3 ou 4. Et regardez, WHO 1. La Société européenne de cardio recommande de suivre l'OMS et de classer en 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire il a 1, Yahdi. Eh bien, regardez quand est-ce qu'on va revoir la patiente. Eh bien, on va la revoir à 20 semaines. C'est les plus légers, les maladies cardiaques les plus légères. Peut-être qu'on peut les revoir. Pardon. Voilà. Un RM qui est lâche, un prolapsus de la valve mitrale, anomalie des veines pulmonaires, des choses très simples. On a la classe 1. Et dans la classe 1, on a vu qu'on la revoit après 20 semaines. Alors pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? Regardez à gauche. Pour les 2, 3 et 4, voilà ce qu'on va faire. On va les revoir en team. Une maladie assez compliquée, une sténose mitrale modérée, sévère, une fuite mitrale modérée, importante, une dame qui a une cardiomyopathie. Alors, la responsabilité tout seul, le cardio tout seul ne peut pas, c'est un ensemble. Même le cardio, il va décrire la situation, mais il peut pas, il faut qu'il y ait le réanimateur anesthésiste, le médecin de famille MFMC, médical fœto-maternal, c'est-à-dire le médecin qui s'occupe mère-enfant, et vous voyez donc le cardiologue et tout ça, néonatologue, anesthésiste, multidisciplinaire. Et là, on décide. Si c'est un 2, classe 2, c'est pas très méchant. Ensemble, vous, le cardio, le réanimateur, c'est pas méchant, elle peut attendre. On va la revoir à 20 semaines, comme les autres, comme les classes 1. Par contre, ceux qui sont 3 et 4, on doit les revoir chaque mois, une fois par mois. Et quand on arrive à 20 semaines, on va réévaluer. Et il y a une réévaluation à 20 semaines. Et à 20 semaines, c'est important, soit qu'elle ait 3 ou 4, à ce moment-là, il faut la suivre. Oui, non, à gauche. 3 et le 4, c'est 2 fois par mois. Et attention, à tout moment, on peut décider d'arrêter la grossesse. Ouais. Donc, c'est un petit peu l'algorithme, je crois, qui est très important à avoir en tête. C'est comme ça qu'il faut faire. Classe 1, maladie légère,
le cardio, c'est léger, on la suit à 20 semaines, et après, à la rigueur, une fois par mois, après 20 semaines, ou une fois tous les mêmes 2 mois. Par contre, si la maladie est jugée sévère, moyennement ou gravement sévère, il faut avoir un type, toute une équipe qui prend la décision du suivi. Maintenant, pour les médicaments, il y en a qui vont être contre-indiqués au cours de la grossesse. Les IEC, ARA2, oui, les artans. Les diurétiques, on va en parler. Je ne sais pas les autres qui sont interdits. On traite l'insuffisance cardiaque avec la spironolactone. Et ici, contre-indiqué. Donc, pas d'IEC, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque. Pas de spironolactone. Je vois le troisième médicament de l'insuffisance cardiaque. Bêta-bloquant. Pas diurétique. Diurétique, c'est pour la poussée d'insuffisance cardiaque. Bêta-bloquant et SGLT2. Demain, les 4. Donc, bêta-bloquant, oui ou non? Certains. Pas tous. Athénolol, Croix-Rouge. Oui. Alors, et le dernier, SGLT2, non. Il n'y a pas d'étude. D'accord? Oui. Voilà. Les IEC, les ARNI, il y a sacubitril valsartan, Roi Uperio, MRA, et l'athénolol, le bêta-bloquant, Hado, Croix jaune. Les diurétiques avec précaution. Pourquoi? Parce que pour le placenta, ils réduisent la perfusion du placenta, ça peut être un peu dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner? Dites-moi. La bétalol, bisoprolol, métoprolol. Quoi d'autre? L'hydralazine, la nifédipine, c'est des médicaments qu'on peut utiliser. Et la nitroglycérine, en sachant que la nitroglycérine, elle est bien quand il y a un œdème du poumon, puisqu'elle diminue un petit peu la vascularisation au niveau des poumons, elle augmente le réseau capacitif. Donc, et après l'accouchement, on peut tout donner, bien sûr. Voilà. Les anticoagulants, puisque tout à l'heure on parlait d'héparine. Alors, les femmes enceintes, est-ce que vous donnez les AVK? Syntron? Non. D'abord, elle est enceinte et elle a besoin d'anticoagulants. Par exemple, les AOD sont contre-indiqués. Alors, une femme maintenant enceinte qui a, je ne sais pas, elle a une prothèse valvulaire, elle a 9 mois. C'est pas possible. Ah non, chauffe, on m'a dit que l'idée, il faut l'enlever. هذاك هنا ما عندهم علاقة anti-agrégant عنده un rôle, l'anticoagulant عنده un rôle et jamais un ne fera que l'autre, remplacera l'autre. Par contre, il va donner un risque, bléméifide. C'est pour ça que quand j'entends ça, je suis un peu outré. Vous dites, l'anticoagulant anti-agrégant. L'anti-agrégant fera saigner, mais ne protégera pas. Une prothèse valvulaire, par exemple, il va faire saigner là où il y a un problème, un côlon, où il y a des hémorroïdes qui vont saigner, ou il ne protégera pas la valve. Donc, vous ramassez les inconvénients sans bénéfice. Donc, ce n'est pas les anti-agrégants, pas les AOD. C'est pour ça que les AVK, pendant le deuxième
trimestre et le début du troisième, on peut les prescrire. Alors regardez, les antivitamines K, ils sont au rouge pour le premier trimestre, interdit. Voilà, parce qu'ils donnent l'embryopathie. Si on les donnait une grossesse sur 10, on va dire embryopathie. C'est grave. Et surtout entre la 6e et 12e semaine. Et c'est dose dépendant. C'est pour ça, parfois, on est amené. Regardez, cette phrase, elle est intéressante. Mziana, je ne sais pas, une femme qui n'a absolument pas de moyens pour avoir les injections, le premier trimestre, par exemple, vous voyez, low dose risque inférieur à 1%. Il y a toujours des risques. Donc là, on ne le conseille pas du tout pendant le premier trimestre. OK ? Et on doit utiliser des héparines à bas poids moléculaire. Le deuxième trimestre et le troisième, vous voyez, il y a des risques de photopathie. Ils existent. Et ou bien on va vers l'héparine non fractionnée, avec le risque de thrombocytopénie, vous le connaissez, l'héparine normale, d'ostéoporose, ou bien AVK, mais je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une recommandation forte puisqu'il y a un risque. Et celui qui est en vert, c'est les bas poids moléculaires. Et après l'accouchement, bien sûr que les AVK, on peut les donner, alors que les anticoagulants oraux directs, vous voyez, sont contre-indiqués toute la grossesse. Voilà. Donc vous voyez que les AVK dans le second et troisième trimestre, c'est en orange, parce qu'il y a des risques. Mais de toutes les façons, il y aura des risques, même avec l'héparine, puisque si on la garde pendant 6 mois, là, 6 mois, on risque la thrombocytopénie, l'ostéoporose, c'est-à-dire même l'héparine à bas poids moléculaire, elle expose à des complications. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les anticoagulants. Et ça, pour les médicaments, on termine dans quelques secondes ou minutes. La FDA, elle a dit les médicaments en classe A, c'est qui sont safe pour la grossesse. B, vous pouvez les donner, il n'y a pas de vrai risque, mais je ne peux pas vous dire que c'est safe. C, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'études. Et D, ça peut être dangereux. Donc voilà les médicaments. Et vous voyez que le A, un médicament est à 100% package, qui est le B, c'est-à-dire on n'a jamais prouvé qu'il est dangereux. Eh bien, vous voyez, la plupart des médicaments qu'on utilise en cardio sont en B, et vous voyez qu'il y en a en C, comme l'abétalol, amlodipine et tout ça, on les utilise, mais il y a encore moins de preuves. Mais on n'a pas de preuves qu'elles sont dangereuses. C'est pour ça qu'on les prescrit. Et je terminerai juste avec la fin de grossesse en disant que au moment de l'accouchement, c'est-à-dire au césarienne, à votre avis, le réanimateur, qu'est-ce qu'il doit décider? Hein? S'il y a une insuffisance cardiaque sévère, indiscutablement, c'est la césarienne. Et par contre, si l'insuffisance cardiaque est stable, il n'y a pas de problème. Alors, voix basse, et il faut aider la dame avec ventouse ou autre qui peut aider. Voilà. Donc, le dernier point, elle a accouché. Elle a accouché. N'oubliez pas que les problèmes ne sont pas terminés. Voilà, la cardiomyopathie du postpartum, ça survient en général 6 semaines après l'accouchement. Ces mécanismes sont assez compliqués et souvent après l'accouchement qu'elle survient, dans 70% des cas, et une cardiomyopathie sur 3 va décompenser. Voilà. Alors le mot de la fin, c'est ça.
c'est que le diagnostic dès la première visite. Si vous le ratez la première visite, c'est foutu le diagnostic d'insuffisance cardiaque, c'est foutu le bon suivi et on aura foutu le pronostic parce que Ratarja est dans un état catastrophique où la dame, comme je vous ai dit, qui arrive à l'hôpital agonisante. Deuxièmement, utiliser le BNP, ça va vous aider beaucoup. Troisièmement, toujours référez-vous à ce score pour savoir d'accord? Et puis, suivez l'algorithme. Les médicaments, vous connaissez bien ceux qui sont autorisés et interdits. Vous avez cette liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Et n'oubliez pas, après l'accouchement, rien n'est gagné. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Lalami. On sait que c'est un sujet quand même assez délicat. Vous avez été vraiment très pragmatique. Quand est-ce qu'il faut interdire à la femme de tomber enceinte, quand il ne faut pas. Ça, c'est le rôle du médecin de famille. Ça, c'est très capital. Vous nous avez donné les médicaments à donner, ne pas donner, etc. Donc, c'était vraiment très pragmatique. S'il y a quelques questions de la salle, donc... Merci, professeur Lamy, pour votre exposé. Sur le plan médico-légal, si on pose bien sûr, après le scoring de l'OMS, que la patiente a une cardiopathie vraiment qui contre-indique la grossesse, et si pendant cette grossesse qui a été diagnostiquée avec ce problème lourd de cardiopathie, et les choses ont bien évolué, est-ce qu'on a le droit de faire une ligature de trompe pour une patiente malgré qu'il n'obéit pas aux règles de la ligature de trompe? Ça veut dire 4 enfants, dont un est un sexe masculin, 3 féminin. Est-ce qu'on a le droit de le faire, bien sûr, en concertation avec le mari? Merci. Ce qu'on peut dire, c'est que le cardiologue, le point de vue du cardiologue, c'est expliquer que la pathologie cardiaque est grave, qu'elle est dangereuse, qu'elle expose la femme et qu'elle risque de mourir avec son mari. Mais la décision et la méthode qu'il faut faire, on la laissera aux médecins de famille et aux gynécos de décider est-ce qu'ils vont faire une ligature ou pas. Là, du point de vue cardio, on va juste... On va se baser sur votre... Bien sûr, c'est vous qui posez l'indication qu'il ne doit jamais accoucher. Là, c'est pas le rôle du cardiologue. Et le rôle du cardiologue, c'est de dire que cette maladie cardiaque est grave et que chaque fois qu'elle va être enceinte, elle risque de mourir. Et je m'arrête là en tant que cardiologue. Un petit. L'analyse le plus important, c'est le BNP et le pro-BNP. Oui, le pro-BNP, il est encore plus important parce qu'il ne dépend pas des médicaments. Mais là, elle ne va pas prendre d'IEC, donc le BNP, il a toute sa valeur, il est suffisant. Et les études ont été faites avec le BNP. C'est pour ça que je vous ai donné la valeur. Monsieur, s'il vous plaît. Merci, professeur Alami, pour cette belle présentation. Pour les anticoagulants, c'est l'injectable, la babopémulique. C'est à double dose. Et à quelle dose? Est-ce que c'est 0,4 ou 0,6? Et pour les bêta-bloquants, on est confronté à... Des patients sont toujours en hypotension. Donc, si ça risque d'aggraver cette hypotension chez la femme enceinte qui est très fréquente. Merci. Oui. Alors, pour ce qui est de l'hypotension, en général, les bêta-bloquants avec des petites doses vont jouer sur la fréquence cardiaque. Ils peuvent améliorer un petit peu, on va dire, l'insuffisance cardiaque. En général, ils ne font pas trop baisser. Avec le bêta-bloquant, on a peur du ralentissement de la fréquence plus que de la chute de tension. Franchement, donc, elle est plus... Oui, c'est à double dose et ça dépend de la pathologie de la dame. Si elle a une prothèse cardiaque, c'est indiscutablement la forte dose 0,6 x 2. Vous voyez? Et ça dépend de sa corpulence, de son poids.
Mais en général, avec la grossesse, ça va être du 0,6 fois 2. En général. Une dernière question, ok? Est-ce qu'il y a cela, Inch'Allah? Merci. Merci pour votre présentation, professeur. Alors, ma question, c'est par rapport les héparines de bas poids moléculaire. Est-ce qu'ils ont l'AMM dans la prothèse valvulaire? Quand on arrête les AVK, on met sous une autre héparine, par exemple. Bien sûr, nous, c'est ce qu'on fait toujours en dehors de la grossesse. Quand on arrête les AVK, par exemple, on fait un relais par les HBPM. Mais pas chez la femme enceinte, mais chez la femme enceinte à plus forte raison. Oui, en cardio, nous avons l'AMM. Alors, moi, ce que je peux vous dire en cardiologie, c'est les HBPM. Maintenant, pour vous dire, est-ce qu'il n'y a pas d'AMM pour les HBPM au cours de la grossesse? Je ne saurais pas vous répondre. On devrait plutôt... Mais nous, on les prescrit, c'est-à-dire Elagette, on le prescrit. Oui, non. Par rapport à la prothèse, ils sont super indiqués. Super indiqués, les bas poids moléculaires.